Je vais tout de suite vous présenter un petit peu les thématiques et les invités de ce soir, avec une première partie consacrée à la lutte finalement contre l'extrême droite et le Rassemblement national dans la ruralité. On va en parler avec notamment Loumire Lapré. Bonsoir Loumire, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Très bien, merci d'être avec nous. Alors pour te présenter en quelques mots, même si au fil de nos échanges on aura l'occasion de te présenter plus pleinement parce que tu fais beaucoup de choses, tu es activiste écologiste, tu es originaire de l'Ain et ça a son importance puisque plus beau département de France. Ça reste à débattre, voilà, petit mot, voilà, on représente le 88, mais on va en tout cas parler de ces régions et de ces départements où déjà le Rassemblement national est assez puissant, ou en tout cas récolte pas mal de voix lors des différentes dernières élections. On aura l'occasion d'en parler avec toi pour essayer de comprendre aussi, et c'est toi l'objet de ton travail, comment est-ce qu'on peut combattre ce Rassemblement national et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces personnes issues de la ruralité se tournent plutôt vers la gauche et les partis de gauche. Et d'ailleurs, tu détailles un petit peu ce travail avec tes conseils et tes pistes de réflexion dans ce livre, Ces gens-là, qui est sorti il y a quelques semaines, plongé dans cette France qui pourrait tout faire basculer, que tu as sorti donc il y a quelques semaines et que je vous conseille vivement, qu'a lu et sur lequel a travaillé Lucie Alexandre, journaliste politique à Libération. Salut Lucie, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi, tu as aussi écrit récemment, justement à ce propos, en t'intéressant à la question de comment est-ce que l'écologie pouvait être plus audible en ruralité. On aura l'occasion d'en parler aussi avec toi, car tu as rencontré tout un tas d'acteurs et d'actrices de terrain pour faire ce travail. Je vais tout de suite commencer avec une première question pour toi, Loumire, parce que je disais donc tu es activiste écologiste, mais tu fais aussi tout un tas d'autres choses, et tu t'es notamment présenté en 2022 pour les élections législatives avec la NUPES, dans la deuxième circonscription de l'Ain. Tu n'as pas gagné ces élections, mais je voulais mentionner cela pour justement savoir pour toi ce que ça signifie de l'implantation des idées de gauche dans ton coin à toi, le fait que justement tu aies été battu toi au moment où tu t'es présenté aux législatives. Alors déjà, je pense qu'il y a une vraie différence entre les idées, les valeurs de gauche et les partis de gauche. Je crois nos idées sont assez majoritaires. Il y a un parfum de gauche, même en ce moment. Enfin, je veux dire, la taxe Zuckman, la lutte contre la loi du plomb, la réforme des retraites. C'est des thématiques qui ont vraiment résonné dans la France rurale et périurbaine. Après, se pose la question de comment est-ce qu'on transcrit ces valeurs dans un vote. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit peu. Par exemple, si on prend le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est profondément... qui souscrit à des valeurs de gauche, l'égalité, la justice, la solidarité entre les territoires et l'idée que ceux qui ont plus paient plus que ceux qui ont moins. Pour autant, avant les Gilets jaunes, les personnes qui ont participé au mouvement votaient environ à 30% pour le RN et elles sont aujourd'hui 44%. Donc il y a une augmentation du vote RN chez les Gilets jaunes, et c'est pas surprenant parce qu'il y a une augmentation du vote RN chez les classes populaires et les petites classes moyennes qui habitent en ruralité. Là où je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est que quand on fait une campagne dynamique, ce qui a été notre cas, on est parti avec 3 bénévoles, on a fini avec 250, on a perdu, mais au deuxième tour, avec le meilleur score progressiste de l'histoire de la Circo. Ça montre bien qu'il y a de l'engouement, qu'il y a de l'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui avaient voté pour le RN, pour Marine Le Pen en l'occurrence, à la présidentielle en 2022, puis qui après ont choisi de voter pour nous. Moi, ce que je vois, c'est quand même qu'on est capable, si on a un message adapté au contexte, qu'on a une personne issue du cru et qu'on parle le langage de tous les jours, qu'on explique des concepts qui peuvent être parfois un peu abstraits comme le capitalisme, le néolibéralisme, le racisme, avec des mots et en prenant appui sur des expériences du quotidien, on peut complètement convaincre. Donc bien sûr, une fois, ça suffit pas, mais il y a vraiment, et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un sujet de long terme. C'est une reconquête des cœurs et des esprits qui va prendre du temps, mais je pense qu'on en est tout à fait capable. Toi, tu parles notamment de la nécessité d'une campagne permanente. Oui, complètement. Pour reprendre mon exemple de la taxe Zuckman ou de la loi du plomb, les classes populaires, a fortiori quand elles sont rurales et qu'elles sont donc exposées plus majoritairement aux pesticides, sont contre la loi du plomb
et sont pour la taxation des plus riches. Alors après, il y a des débats sur... il y a des phénomènes d'identification des petites classes moyennes à les riches, les patrons, qui sont quand même largement orchestrés par les classes dominantes, parce que je rappelle qu'ils sont 3, donc en fait, dans une démocratie, on ne gagne pas à 3. Donc il faut arriver à créer des alliances complètement tordues avec d'autres gens. Mais malgré ça, malgré le pognon monstrueux que les classes dominantes mettent dans cette espèce de propagande, en fait, pour créer des alliances qui n'ont aucun sens et détourner les classes populaires rurales de leurs vrais alliés qui sont les autres classes populaires, il y a quand même une conviction que c'est pas normal que ce soit, je cite, toujours aux mêmes de payer. Par contre, ce que je constate, c'est que alors même qu'il y a une opposition profonde à des projets de fermeture de services publics, d'austérité, de pollution industrielle, il n'y a pas aujourd'hui à gauche, une infrastructure militante capable de capitaliser sur à la fois la colère et l'espoir. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de toujours faire de la réaction à « Ah, ils sont pas d'accord avec ça, donc on va essayer d'aller en parler ». Moi, mon rêve, c'est que demain, le jour où il y a à nouveau une alliance morbide et mortifère entre le RN, les macronistes et la droite, c'est eux qui ont voté contre la loi du plomb, c'est encore eux derrière le refus de la taxe Zuckman. Nous n'avons pas aujourd'hui les forces militantes pour aller toquer chez toutes les personnes qui habitent dans des villes ou des villages qui ont placé le RN, la droite ou les macronistes en tête des élections. Pour faire ce travail d'information, au-delà d'éducation et de politisation, c'est de l'information. Je peux vous confirmer que sur CNews ou sur BFM, ça n'a pas été traité sous cet angle. L'alliance de la Macronie, du RN et de la droite pour priver les services publics de 20 milliards d'euros. Ça n'a pas été traité comme ça. Il n'y a que nous qui pouvons traiter ça comme ça, et nous, on ne contrôle pas les médias, pas encore. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est le terrain. Et aujourd'hui, on n'y est pas assez. Les forces ne sont pas là. Une thématique centrale pour le camp progressiste et qui a du mal, en tout cas en apparence, à passer dans la ruralité, c'est la thématique écologiste, les questions écologistes. On a parfois du mal à les rendre audibles. Lucie, toi, dans l'un des articles de Libé, tu relèves notamment cette phrase de François Ruffin qui en tout cas pose la question: comment a-t-on fait pour que l'écologie soit un des mots les plus détestés du pays Est-ce qu'on en est à là déjà? C'est sûr, là tu parlais des médias, il y a les médias de Bolloré, mais aussi l'extrême droite a beaucoup du coup caricaturé le discours écolo pour, on va dire, appuyer sur certaines difficultés, notamment autour de la voiture, et de concilier un discours écolo qui soit compatible avec les préoccupations du quotidien des classes populaires. Et c'est vrai que moi, dans mon article, donc j'interroge pas mal donc je te cite, Lumir, et j'interroge pas mal d'élus écolos en ruralité. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns dans des ruralités particulières. Et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, c'est que cet objet de la voiture, dont tu parles dans ton livre comme étant que le mouvement des Gilets jaunes, c'était le mouvement de la voiture, en fait. Ne serait-ce que dans le fait de porter un gilet jaune, tout ça, d'être sur un rond-point, c'est l'objet culturel voiture. Et il y a d'autres sujets, mais c'est vrai que... on voit bien que pour la gauche, et en particulier l'écologie, ça peut être aussi le cas sur le logement, t'en parles aussi dans ton livre, ça peut être difficile de porter un discours écolo en ruralité. Ouais, alors que là encore, la propagande fait son effet, parce que en réalité, malgré tout ça, malgré la déformation des chaînes, des médias d'extrême droite et de l'extrême droite, et à côté de ça, au-delà de la démonisation du mot et du concept même d'écologie, l'espèce de machin complètement individualiste et ridicule des petits gestes poussés par les néolibéraux, malgré tout ça, il y a une majorité de Français, y compris dans les classes populaires, y compris dans la ruralité. La dernière étude de Destin commun, c'est 56% des Français qui habitent à la campagne qui sont persuadés qu'il est important de faire rapidement quelque chose, de faire plus sur l'écologie. Donc en fait, les gens sont quand même, les gens sont pas idiots. Ils sont bien capables de voir que les saisons ont changé. On est quand même en majorité exposé à des espaces agricoles, même si je rappelle que la majorité des gens qui habitent en ruralité ne sont pas agriculteurs, c'est que 3%. Mais on voit les impacts du dérèglement climatique sur la nature autour de nous, peut-être plus qu'en ville. Le nœud, il se fait à un endroit différent. Il est qu'il y a une conviction qu'il faut faire quelque chose, et en même temps, il y a une peur très forte que ce quelque chose les fasse perdre en confort, les fasse perdre en autonomie.
Et c'est là que cette tension, elle se noue. Et je pense que là, nous, on a encore des cartes à jouer. Parce qu'il faut qu'on arrive à avoir beaucoup de discipline sur la manière dont on parle d'écologie. Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de choses qui sont vraies. Par exemple, l'impact de la viande. C'est vrai que manger de la viande, ça pollue, que les hommes mangent plus de viande, notamment de viande de bœuf. Mais en fait, ça devient un problème quand ça devient ça, l'écologie politique, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à associer écologie politique avec gain de confort, d'autonomie, de pouvoir d'achat. Pour les classes populaires, par exemple, la rénovation thermique. Mais aujourd'hui, juste, les gens... Pour revenir sur ton petit exemple, est-ce que ça veut dire que, selon toi, il faut éviter d'aller sur certains sujets ? Ouais. Et a fortiori quand on fait de l'écologie politique. Pour moi, les militants, c'est différent. Si tu as une campagne dont l'objectif, c'est qu'il y ait moins de viande à la cantine, il faut faire sa campagne. Je dis pas le contraire. Moi, ma question, c'est la prise de parole politique. En tant qu'élu politique, tu crées donc ce qu'est l'écologie politique. Et pour moi, il faut absolument que écologie politique, dans la tête des gens, ça soit... lutte contre les pollutions industrielles, la loi du plomb par exemple, que ça soit lutte pour plus de bien-être et de pouvoir d'achat, donc par exemple la rénovation thermique, la rénovation des modes de chauffage, et pas oh là là, je vais perdre en autonomie parce que j'aurai plus de bagnole, je vais perdre en confort parce que j'aurai plus de piscine. Il y a vraiment cette tension, a fortiori quand on parle de classe populaire et de petite classe moyenne qui ont peu d'autonomie au travail. Je rappelle quand même que chez nous, les dépenses contraintes, elles sont très fortes. Pour une majorité de ruraux, tu peux avoir jusqu'à 30% de ton budget qui sont des dépenses liées à la voiture, par exemple, au mode de déplacement. C'est 5% à Paris. Donc les dépenses contraintes, elles sont très fortes. Et la pensée même qu'on va t'empêcher de faire un truc en plus, c'est un espèce de trigger où les gens se disent « Oh là là, mais comment on va s'en sortir ? Si on n'a plus de piscine, qu'est-ce qu'on va faire des gosses pendant que nous, on va être au boulot et qu'ils seront en vacances sans moyen de se déplacer et coincés à la maison ? Si on n'a plus de voiture, mais comment on va aller au boulot ? Si on va plus de boulot, comment est-ce qu'on va rembourser le crédit ?» En fait, tu pars dans des espèces de stress qui font que tu ne vois que les obstacles. Alors que si on met en avant des choses comme la rénovation thermique des bâtiments, donc on rénove à peu près 2500 passoires thermiques cette année, chaque année, donc c'est super. À ce rythme-là, il faut 2000 ans pour rénover le parc de logements. Tout le monde est d'accord que c'est plus agréable de vivre dans une maison rénovée. Se pose la question de comment est-ce qu'on rend ça populaire ? Comment est-ce qu'on donne accès à ça ? Comment est-ce que les dispositifs, je pense à ma prime rénov, ils sont fiables, parce que la prime rénov en ce moment ça va, ça vient, on l'a plus, c'est vraiment très aléatoire. Et puis elle n'est pas toujours adaptée. La plupart des gens chez moi, ils font des travaux avec des potes, ils font des travaux sur leur temps perso, donc il n'y a pas forcément d'entreprise agréée, etc. Mais la rénovation thermique, moi je le pense fondamentalement, la réindustrialisation, c'est l'avenir des classes populaires. Qui est-ce qui va se mettre à faire du BTP ? C'est pas moi avec mon bac plus 5, C'est en majorité les classes populaires. Donc ça va donner de l'emploi et ça va donner du confort. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter. Dans ton livre, il y a une autre dimension qui est intéressante. C'est que tu assumes en tant que militante de gauche, et on a eu jusqu'ici assez peu de paroles publiques là-dessus, d'être entourée de proches qui sont séduits par le RN, par la droite, et qui, quand toi tu leur parles de tes idées de gauche, sont pas du tout convaincus. Il y a un grand débat en ce moment à gauche sur est-ce que les électeurs RN, notamment en ruralité, il faut continuer à leur parler. Est-ce que, j'ai posé une question très bête, mais est-ce que quand on a un ami qui vote à l'extrême droite, il faut continuer de lui parler, et comment lui parler ? C'est ça que tu mets en scène dans ton livre, c'est comment tu parles à tes amis d'extrême droite dans la ruralité. Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de binarité entre il y a des fachos et il y a des pas fachos. Ça dépend de c'est quoi le type de vote d'extrême droite. Enfin, moi, même si j'ai des gens avec qui j'ai grandi, qui sont des personnes fascistes, dont l'objectif, c'est la mise en place d'un régime autoritaire, pour qui le racisme est le prisme structurel du rapport au monde. Ces gens-là, je ne leur parle pas. Je peux leur parler parce que je suis au bar et que, on est au PMU, on se dit 2-3 trucs, on se raconte notre journée, mais je ne cherche pas à les convaincre. Tu considères qu'ils sont perdus ? Oui, moi je parle pas. Alors il y a différents trucs aussi. Il y a un rapport intime en fait. Si ces gens c'est vos amis très très proches, moi je suis personne pour dire aux gens d'arrêter de voir les autres. Je suis assez sûre que parmi les gens qui nous écoutent, ils ont dans leur famille des anciens ou des plus jeunes d'ailleurs qui sont homophobes, qui considèrent que des relations entre personnes du même genre sont une abomination, qui pensent que finalement les meufs si jamais elles travaillent pas c'est pas la fin du monde.
en fait, le test de pureté, il passe pas à tout le monde. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour appréhender la complexité des gens ? Ce que je constate chez beaucoup de mes potes, c'est qu'il n'y avait pas de vote RN avant et il y a un vote RN maintenant. D'ailleurs, c'est comme ça que le RN passe d'un parti minoritaire à un quasi-parti de masse aujourd'hui. C'est bien qu'il y a, moi j'ai 33 ans, donc sur ma vie, ma génération, un shift massif qui s'est opéré, qu'il y a donc des gens qui votaient pour la gauche, qui votaient communistes quand même dans une grande partie du bassin minier et industriel du Nord et de l'Est, et qui se sont mis à voter pour l'extrême droite. Donc moi la question que je pose, c'est est-ce que ces gens ils étaient super avant et maintenant c'est des monstres ? Non, je pense que ces gens n'ont pas trop changé. Par contre, et ça je l'assume, il y a une bataille du sens à mener pour le cœur et l'esprit de ces personnes. Je le dis, je pense que l'analyse selon laquelle les gens qui disent oui, bah il y a un peu de bien à droite, il y a un peu de bien à gauche, parce que la plupart des gens, c'est ça qu'ils disent, hein. On est loin d'une vision fasciste, radicalisée et complètement cohérente et hégémonique du monde. C'est pas du tout ça. Les gens ne discutent pas grand remplacement au petit-déj. Hein. C'est pas ça qui se passe, même quand ils votent pour le RN. Moi, j'ai des potes qui votent pour le RN, ils ne se rappellent même plus qu'ils ont voté pour le RN. Donc, c'est pas un acte fondateur pour eux. Mais ces gens-là, moi, je pense qu'ils ne sont pas... C'est pas qu'ils sont centristes, qui veulent... Eux-mêmes disent « Moi, j'aime bien un peu de tout ». Non. T'es perdu. Donc, en toi, dans ton cœur et dans ton esprit, se livre une bataille entre une interprétation fasciste, une interprétation néolibérale et notre interprétation qui part du principe que la solidarité, la fraternité, la liberté et l'égalité peuvent gagner et que le gâteau est assez gros pour qu'on partage tous. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut encore convaincre ces personnes-là d'adopter cette vision du monde ? Ma réponse est oui. Tu voulais ajouter quelque chose ici Non, vas-y. Parce que moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que, oui, des électeurs du Rassemblement National, par exemple, ne se lèvent pas le matin en ayant tout de suite à l'esprit la théorie, par exemple, du grand remplacement. Non. Enfin, il y en a, hein, mais eux, je ne leur parle pas. Moi, j'ai juste l'impression parfois que y a des personnes qui peuvent être attirées par le vote du Rassemblement National, ou même pas forcément, mais qui, en tout cas, sont potentiellement de plus en plus à avoir des biais racistes et qui peuvent l'exprimer. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut aussi être un danger quand même de se détourner de ce truc-là en se disant que, par exemple, mais évidemment qu'il ne faut pas le faire, mais ne pas considérer que tous les électeurs du Rassemblement National sont racistes, mais qu'il faut peut-être s'attaquer quand même plus directement au fait que, oui, il y a peut-être une part grandissante de la population qui a de plus en plus des biais racistes et qui l'exprime de plus en plus librement aussi. Et ça peut venir de tout un tas de choses, notamment de la propagande médiatique. Bien sûr. Alors, je suis un peu gênée par cette question, parce que, quand on regarde, par exemple, les études de Vincent Tibéri, qui travaille sur l'indice de tolérance, il dit très clairement, les électeurs coco des années 70, ils étaient plus intolérants que les électeurs du RN aujourd'hui. Par contre, il y a clairement un débridement de la parole raciste. Moi, je le vois. C'est sûr, tu es au PMU, tu entends des trucs que tu n'entendais pas il y a 15 ans. Par contre, moi, j'ai l'impression que c'est déjà des gens qui le pensaient avant, qui aujourd'hui se sentent autorisés à le dire, plutôt qu'un espèce de truc massif où les gens se mettent massivement à dire des choses racistes. Pour autant, je pense qu'il faut absolument qu'on parle du racisme des classes populaires rurales, à la fois pour expliquer les conséquences dramatiques que l'extrême droite et ses politiques racistes auront le jour où elles seront au pouvoir, si on participe à les mettre au pouvoir, et en plus pour expliquer l'arnaque absolue du racisme, qui est un piège qui est tendu par les fachos à nous. Et moi, c'est vraiment ce que je dis à mes potes, et c'est pour ça que je pense, et je le dis dans mon livre, il faut qu'on parle du racisme. Mais par contre, je pense pas pour faire le tri entre qui est raciste, qui est pas raciste, à qui on parle pas. Je pense qu'il faut montrer à quel point le racisme est un outil utilisé par les fachos et de plus en plus par les néolibéraux pour diviser les classes populaires entre elles. Et que quand mes potes adhèrent à la raison pour laquelle j'ai des problèmes dans la vie, c'est à cause des migrants, c'est à cause des immigrés, c'est à cause de mon voisin arabe, ils tombent dans un piège qui n'a pour objectif que de les garder appauvris. Donc non seulement ça a des conséquences extrêmement problématiques pour toute une quantité non négligeable de personnes qui sont déjà bien plus vulnérables, et ça, il ne faut pas le cacher, et en plus, ça a des conséquences nocives pour eux, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'extrême droite, quand elle sera au pouvoir, l'objectif, on l'a vu avec Trump, on l'a vu avec Milei, c'est toujours le profit. La méthode, c'est aussi toujours le racisme. Mais ce racisme, c'est une méthode
pour nous diviser, bien plus qu'un fond. Il y a des gens pour qui, bien évidemment, l'objectif absolu, c'est de créer une société basée sur une hiérarchie des races. Mais en réalité, quand tu regardes Trump, c'est pas le projet. Le projet, c'est doubler sa fortune. Ce qu'il a réalisé en moins d'1 an, c'est rendre ses copains milliardaires toujours plus riches. Donc moi, la question que je pose à mes potes, c'est est-ce que tu penses sincèrement que demain, l'extrême droite au pouvoir, tu gagnes mieux d'argent, l'école, elle rouvre, et ton patron, il arrête de te casser la tête? Je ne crois pas. Là-dessus, justement, donc toi, tu es activiste, tu es aussi formatrice. Tout à fait. Parce que, pas forcément précisé dans l'introduction, mais du coup, tu travailles donc à Victoire Populaire, qui est du coup une organisation qui, en gros, fait des campagnes, c'est ça ? Ouais, c'est un mouvement citoyen de gauche qui n'est pas un parti politique. L'objectif, c'est de faire gagner la gauche aux différentes élections. Et du coup, donc tu essayes de former des militants. À partir de ce que tu viens de dire, en fait, comment on fait quand on discute justement sur le terrain, quand on fait du porte-à-porte, quand on est militant en ruralité, pour tenir ce discours-là? Parce que ce discours-là, bon, il y a pas mal de gens qui le développent, dénoncer l'arnaque de l'extrême droite. Mais le problème, c'est que parfois, en étant de gauche, on est vu comme un peu moralisateur, comme étant un peu en surplomb. Et parfois, ce discours-là, on n'est pas écouté, on n'est pas cru. Donc toi, qu'est-ce que tu indiques aux militants? Comment tu leur donnes quoi? Moi, c'est pour ça que je forme des gens qui habitent là où on est. Parce qu'en fait, c'est comme dans toutes les relations. Par exemple, mettez-vous, je sais pas, vous êtes en couple, vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup autour de vous, je sais pas, votre frère, votre sœur, votre meilleur pote, qui vous dit franchement là sur ce truc je t'ai trouvé assez égoïste. Ou quelqu'un que vous aimez pas trop qui débarque qui dit ouais franchement là t'as été hyper égoïste. Vous réagissez pas du tout de la même manière. Pourquoi? Parce que le postulat de départ il est cette personne même et veut mon bien. Oui ou non? Si c'est quelqu'un dont vous savez que son seul objectif dans la vie, c'est de vous enfoncer, genre votre tata que vous aimez pas, donc vous vous dites « Ah ouais, ok, elle en a encore pas raté une », ou quelqu'un à qui vous faites confiance, vous vous dites « Ok, là, je vais peut-être me remettre un peu en question ». Et ça, je pense que c'est très important, parce qu'en fait, la politique, y a des gens pour qui la chose politique est quelque chose de l'ordre des idées. Pour la majeure partie des gens, c'est de l'ordre de l'intime, de l'émotionnel, des valeurs. Et ça... il faut vraiment le prendre en compte et on le prend assez peu en compte. Donc, il y a une recette que moi, j'applique quand j'ai des conversations, qui n'est pas une recette magique, mais qui permet quand même d'éviter 2-3 trucs. Alors déjà, on a un truc qui s'appelle la règle des 80-20. Quand vous avez ce qu'on appelle une conversation intentionnelle, donc une conversation dont l'intention est de faire changer la personne d'avis, elle parle 80% du temps et vous parlez 20%. Ce qui n'est pas du tout la manière dont on voit habituellement la conversation politique, où on se dit « je vais t'expliquer ouais. ». Mais ça marche pas comme ça. C'est encore une fois, si jamais vous avez des enfants ou vous avez des potes qui ont des enfants, regardez comment ils les élèvent. Est-ce qu'ils passent leur vie à leur expliquer des trucs? Non, ils donnent 2-3 indices et puis après les gens font leurs propres expériences et après ils disent ah bah tu vois ça a marché, ça a pas marché. Donc concrètement, il faut toujours creuser. Quand les gens vous disent quelque chose et que vous avez décidé d'avoir une conversation avec eux, même si c'est une dinguerie, ne levez pas les yeux au ciel, ne dites pas tout de suite non mais tu peux pas dire ça, non mais ça c'est n'importe quoi. Posez-vous la question, pourquoi c'est important pour cette personne de penser ça? Par exemple, Mel, ma meilleure pote, là, il y a 2 semaines, on allait à un concert, elle me dit non mais la seule raison pour laquelle Sarko il a été mis en tôle, c'est parce qu'il est de droite. Bon, alors j'ai mal réagi, c'est vrai, j'ai dit non mais tu peux pas dire ça, et là j'ai expliqué pourquoi, en fait, Sarko, il méritait d'être en tôle. Si j'avais pas bu de pinte, j'aurais dit Mel, pourquoi tu penses ça? Parce qu'en fait, moi, je la connais, donc c'est plus facile pour moi de voir le... Mais en fait, la raison pour laquelle elle pense ça, c'est que elle se met dans l'équipe droite, et donc elle se met dans l'équipe... C'est toujours nous à qui on demande le plus. Et c'est pas faux, parce que elle, avec son conjoint, ils ont un garage de mécanique, et eux, c'est vrai que s'ils ont un problème avec l'URSSAF, si jamais ils oublient quelque chose, s'ils ont un accident du travail, eux, ils vont être emmerdés. Ça, c'est vrai. Ils sont des citoyens normaux. Mais c'est là où ce phénomène d'identification, il marche pas du tout. Et en fait, elle, quand elle défend Sarko, elle se défend elle-même. C'est parce qu'elle s'est mise dans le même paquet que Sarko. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Si elle n'a pas elle-même déroulé le fil de sa pelote où elle arrive au truc de « bah moi, par exemple, t'es là, voilà, toi, par exemple. Ok, bah raconte-moi toi. » Donc là, on creuse, mais pourquoi? Ah bon, mais raconte la dernière fois où ça s'est passé. Ah oui, ça... Après, on valide les émotions. Ah oui, j'avoue, ça a dû être chiant. Quand c'est un truc avec lequel vous êtes d'accord, si quelqu'un vous dit une dinguerie, vous êtes... Moi, je dis jamais « Ah oui, je comprends » si quelqu'un me dit un truc fou que je comprends pas. Ouais, parce que j'allais dire juste avec cette technique, certains pourraient te reprocher entre guillemets de dire qu'on peut être trop tolérant avec des trucs trop problématiques.
Mais c'est là où je dis, moi je ne dis pas, par exemple, il y a trop d'immigration. Ça, c'est un truc que j'ai entendu plein de fois. Je ne dis jamais, ouais, je suis d'accord, vas-y, dis-moi pourquoi. Non, je dis juste, pourquoi tu dis ça ? J'ai pas dit que j'étais d'accord, mais j'ai juste pas sauté à la gorge de la personne. Très souvent, sur cette question, quand on déroule la pelote, on arrive à, de toute manière, si eux, ils ont un truc, c'est que nous, on a moins de trucs. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est avoir accepté l'idée selon laquelle plus il y a de gens qui veulent manger le gâteau, moins il y a de gâteau pour moi. Or, la réalité, elle ne dit pas ça. Elle dit que tu as 3 miettes, il en a 2, et tu as l'impression qu'il va t'en prendre une autre. À côté de nous, il y a un gâteau entier qui s'appelle les ultra-riches et les multinationales. Je rappelle, le premier poste de dépense de l'État, on le sait grâce à Fabien Gay, du PC, 211 milliards pour les aides publiques aux entreprises sans aucune contrepartie. Ça, on ne peut pas arriver au cœur de cette réflexion sur l'immigration tant qu'on n'a pas déroulé la pelote et que la personne nous a pas dit... Bah, en fait, si lui il gagne, ça veut dire que moi je perds. C'est ça le cœur du truc. Et là, vous pouvez dire, bah, j'avoue, ça doit être stressant, mais du coup, t'as peur de quoi ? T'as peur de perdre ton taf ? Bah ouais, ça doit être stressant. Bah en fait, si l'autre il travaille en intérim, il n'arrive pas à avoir un CDI et qu'il a un crédit, moi je comprends qu'il soit stressé par le truc de perdre son taf. Et après, on partage sa propre expérience. Ça, c'est la 3e étape. Donc, on creuse, on valide des émotions, on partage sa propre expérience. En disant, bah ouais, j'avoue, moi, ça m'est déjà arrivé d'être hyper stressée. Les classes populaires et les petites classes moyennes rurales, elles sont en hyper-vigilance constante. Déjà, elles sont dans des situations, conditions matérielles concrètes de stress, parce que les dépenses contraintes dont on parlait, avec des choses qui sont complètement incontrôlables, comme le prix de l'essence, avec le crédit qu'on doit rembourser quand même, tout ce qui augmente, je rappelle l'inflation, etc. Et donc, elles ont un sentiment d'être sur le fil. C'est ça le cœur du truc. Et une fois qu'on a partagé j'avoue, moi, ça m'est déjà arrivé, c'était dur, on crée de l'empathie, on crée de la confiance, et là, on redirige la colère. Mais tu penses pas, en vrai, que le gros problème, c'est pas plutôt nanani nanana nanana, donc les riches, Sarko, les gens à qui on demande jamais de compte. Là, souvent, les gens disent oui, en fait. Mais c'est là qu'il faut vraiment entendre que l'objectif de cette interaction, elle n'est pas d'écraser l'autre, elle n'est pas de gagner un débat, elle est d'avoir une conversation. Et une conversation, encore une fois, je prends des exemples de la vie quotidienne, mais si vous vous embrouillez dans votre couple ou avec votre daronne ou je sais pas quoi, vous voyez bien ce genre de conversation ping-pong où l'objectif c'est juste de marquer des points. Est-ce que vous avancez quand il y a un conflit ? La réponse est non. On avance beaucoup plus quand on dit, bon, en vrai, là ça va pas. Et encore une fois, mettez-vous vous-même à la place de ces personnes. Admettre qu'on a eu tort. Admettre qu'on s'est fait duper, qu'on nous a menti et qu'on s'est fait avoir. C'est dur de dire ah, putain j'avoue là je crois que je me suis plantée et on n'admet pas qu'on a eu tort si on sent pas que l'autre est prêt à nous accueillir quand même. Et c'est pour ça que bien sûr que ces conversations elles sont difficiles, bien sûr que c'est une ligne de crête. D'ailleurs moi je le dis, je le répète, si vous êtes une personne racisée, si vous êtes une personne concernée par le racisme, par la transphobie, mais personne ne vous demande d'avoir ces conversations. Enfin je veux dire c'est déjà suffisamment dur de vivre dans la France à Macron là. Faites votre vie, vraiment. Gérez vos propres communautés, où il y a aussi des sujets. Enfin, moi, je parle aux gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui sont de gauche à la campagne et qui se posent la question de comment est-ce qu'on rattrape les nôtres, parce qu'on les aime et qu'on n'a pas envie de leur dire au revoir et qu'on n'a pas envie de les regarder dans 4 ans quand ils auront mis au pouvoir des fous qui vont avoir fait des trucs mais impardonnables. Et là, on devra vraiment se poser la question, si on n'a rien fait, de qu'est-ce que je fais de cette amitié maintenant ? Et juste pour rebondir là-dessus, dans ton livre, à un moment donné, j'ai l'impression donc justement que tu adresses en partie aux gens qui, comme toi, viennent ou vivent encore dans ces territoires et côtoient donc des gens qui votent RN. Tu les interpelles un peu sur le mode il faut pas se taire et il faut pas lâcher l'affaire, quoi, parce que c'est vrai que c'est devenu compliqué. C'est Benoît Coquart, mais pas seulement, qu'en parle du fait qu'aujourd'hui, en fait, la norme a changé un peu de camp, donc c'est le Rassemblement national qui est devenu un peu la norme majoritaire, et que même des gens qui votent pas RN ne le disent pas. Enfin, les gens qui votent pas RN ne le disent pas, les gens qui ont des idées de gauche ne le disent pas pour pas être marginalisés, et les gens vont défendre les idées du RN juste pour appartenir un peu à un groupe, à la communauté. Du coup, toi, tu t'adresses à ces gens-là qui potentiellement aujourd'hui se taisent parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problèmes ou de s'engueuler avec leurs proches, en disant c'est important que vous défendez, si vous êtes de gauche, de défendre des idées de gauche et d'aller au combat, même si c'est difficile.
Je crois que là, on est à l'heure de la prise de position. Hein. C'est fini d'être neutre. Enfin, on est quand même à 2 doigts d'avoir un parti fasciste et autoritaire qui risque de prendre le pouvoir. Et s'ils prennent le pouvoir, ce sera grâce aux nôtres, hein, aussi. Pas que, on n'est pas responsable de tout. On n'a pas créé cette situation, il faut quand même le rappeler. Hein, c'est les classes dominantes qui ont créé une situation de division telle que Mel, elle pense qu'elle est ensemble avec Sarko qu'avec d'autres gens. C'est zinzin. C'est pas nous qui avons créé ça, mais c'est le monde dans lequel on vit. Donc, moi, je pense que toute personne qui a un intérêt intime à ce que les gens qu'on aime, nos cousins, nos voisins, ne participent pas à faire advenir l'extrême droite en France, il faut maintenant accepter que la neutralité, c'est plus possible, là, en fait. Et c'est dur. Je sais que c'est dur. Donc, je dis ça avec plein d'empathie. Si vous nous écoutez, vraiment, je sais que c'est dur, mais... Rappelez-vous chez nous le pouvoir de la vanne, le pouvoir de... En fait, on n'est pas obligé de dramatiser tout, de péter des plombs sur chaque truc. On a le droit de laisser filer des choses quand on pense qu'on va gagner une bataille plus tard. On a le droit d'avoir un repas où on parle pas de politique parce que machin vient d'accoucher et on a envie de voir son bébé parce qu'en fait, on l'aime. On a le droit, ça peut nous arriver, mais si on ne prend pas position, y compris sur des petits trucs, ce sera trop tard après. Et il faut se rappeler aussi que les gens chez nous aussi, ils ont changé. Rappelez-vous, moi quand j'étais gamine, un couple de meufs, un couple mixte, c'était pas OK. Aujourd'hui, beaucoup plus. Donc en fait, les gens chez nous aussi, ils sont transpercés par les évolutions de la société. On n'est pas ce que la France éternelle que les fachos veulent absolument nous faire de nous. C'est pas vrai. On n'est pas cette espèce de refuge à réac. Chez nous aussi, il y a des personnes racisées dans mon département originaire. L'Ain, plus beau département de France encore. Il y a quasi autant d'immigration que dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Rhône, qui ont 2 métropoles qui sont pleines de diversité, qui sont Lyon et Marseille. Donc chez nous aussi, il y a des personnes, des gens qu'on aime, qui vont être concernés si jamais ces gens y passent au pouvoir. Donc posez-vous la question de tous vos potes racisés. En fait, ils ont besoin de vous. C'est plus difficile pour eux d'avoir ces conversations. Pensez à vos potes gays qui vivent dans des villages de 200 habitants. Pensez à vous, dans quelle France rurale vous avez envie de vivre. Dans quel village vous avez envie de vivre? Vous avez envie de pouvoir envoyer vos gamins à l'école avec les parents qui traînent autour en vous disant quoi? Franchement, encore une fois, je sais que c'est dur. Et parfois, on se prend des portes et parfois, on se gueule dessus parce qu'on oublie qu'on est là pour avoir des conversations. Enfin, moi aussi, ça m'arrive. Hein. Et parfois, on chiale. Et je sais que c'est dur, mais je crois assez sincèrement qu'il n'y a plus de neutralité là. Il faut qu'on choisisse un camp et il faut que quand on a déjà choisi, on soit à l'aise avec qui on est. Parce que ce qu'on défend, je suis désolée, mais en fait, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est le fait de frère ensemble. Donc en fait, on n'a pas à avoir honte de qui on est. Et on n'est pas obligé d'être des caricatures de nous-mêmes. Hein. Moi, j'ai une bagnole, je mange du cochon, je bois des coups. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé d'être pur et parfait. Ouais, j'ai un iPhone et ouais, parfois, je prends l'avion, tu vois. Bon, en fait, ça m'empêche pas de dire à mes potes, quand ils râlent sur les migrants, les machins, de leur dire c'est quand la dernière fois que tu as eu un problème? Raconte-moi. C'était en vrai soit avec l'État parce que les services publics ont fermé, soit avec ton patron. Donc de quoi tu me parles en fait? J'ai une question aussi à te poser, Loumir, par rapport à quelque chose dont tu parles aussi pas mal dans ton livre, c'est autour de la valeur travail, qui est assez centrale, notamment par les électeurs issus de la ruralité, qui voient un petit peu les partis de gauche et le camp progressiste comme le camp allié de l'assistanat, et qui voient en le Rassemblement national et l'extrême droite le parti des vrais travailleurs et des gens plus respectables. Comment est-ce que tu fais, toi, pour combattre ce cliché et ces discours-là? Déjà, je dois dire à quel point ça me troue le cœur. Enfin, franchement... Je le dis dans le livre parfois, franchement, mais moi aussi j'ai des moments où genre je chiale, où je m'énerve et je me dis, je pense à Ambroise Croizat, je pense au Front Populaire et je me dis mais putain mais... Et je pense à Jordan Bardella qui nous explique que Bernard Arnault a plus de mérite que ses ouvriers et j'ai vraiment envie de nous mettre une baffe collective d'être tombé dans ce panneau quand même. Mais bon, j'essaie une fois de... Voilà, déjà je pense que la valeur travail... c'est dans toutes les classes populaires. En fait, c'est pas juste dans la ruralité. Je pense qu'en banlieue, en outre-mer, en fait, dans tous les endroits où il n'y a pas forcément eu de fierté par l'école. Je rappelle quand même que l'école est une grande machine à trier, est une expérience humiliante pour beaucoup de gens qui n'ont pas les codes. Donc, quand on n'a pas de fierté liée au diplôme, quand, comme chez nous, il y a un marché matrimonial qui se rétrécit parce que notamment les filles qui, elles, font plus d'études, partent et que c'est plus compliqué de commencer une vie de famille et qu'on est en intérim, donc on ne peut pas faire de prêt, donc on ne peut pas acheter une baraque. Enfin, il faut bien
de la fierté quelque part. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'humain. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de fierté dans ce livre, parce que pour moi, c'est un peu le problème de la gauche matérialiste. Parfois, on parle beaucoup des conditions matérielles d'existence, mais on est aussi des gens avec une âme et des émotions. Et la fierté, il faut qu'on la trouve quelque part. Et c'est très dangereux de ne pas en trouver, parce que sinon, elle devient mal placée. Elle se place sur le fait d'être français, sur le fait d'être blanc. Ce qui est de la fierté absolument pas intéressante, de la fierté passive. Bah, t'es né français, cool. T'as rien fait pour ça. Limite, la valeur travail, je trouve ça plus intéressant, parce que je pense qu'on peut aussi la retourner sur elle-même pour en faire un truc de gauche, c'est-à-dire contribuer à hauteur de ses moyens. Moi, ça, si c'est pas un truc de gauche, je sais pas ce que c'est en fait. Dire quand tu peux, tu fais, et puis quand tu peux pas, tu fais moins. Et c'est aussi ça que j'essaye de dire dans le livre, c'est que on a appelé ça la valeur travail, mais en fait la droite a appelé ça la valeur travail, parce que chez nous, ce qui est valorisé, c'est plus la participation au collectif. Parce que si t'es comme ça peut arriver chez nous, une maman qui travaille pas, et que tu gardes les gamins des autres, que tu fais des trajets à gauche, à droite, que tout le monde sait que tu peux rendre un coup de main, qu'on peut compter sur toi, c'est tout aussi valorisé. Si t'es un retraité qui coach le club de foot, qui fait les galettes pour la fête des conscrits, qui a toujours un canapé si jamais il y en a un bourré qui peut pas reprendre sa caisse, ce serait bien que ça arrive plus souvent d'ailleurs et qu'ils arrêtent de prendre leur caisse, les gens te respectent. Donc je pense qu'on peut aussi discuter de en fait c'est normal de participer, et pour moi c'est aussi lutter contre l'individualisme et contre l'égoïsme de cette société capitaliste qui nous fait croire que on peut prendre et rien donner. Et donc je pense qu'on peut le retourner un peu sur sa tête, ce truc. Et puis il faut aussi qu'on discute de quel travail en fait, quel travail. Bien sûr qu'il y a plein de gens pour qui aller au boulot, être payé et ne dépendre de personne, c'est une fierté. Et c'est parfois un problème, parce que du coup, ça devient une critique quand les autres ne sont pas en mesure de faire ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Et c'est ce que j'essaye de partager à mes potes quand ils ont ce genre de réflexion. C'est de dire, mais en fait, c'est les deux pièces d'une... En fait, la honte que tu fais porter à ceux qui n'y arrivent pas, elle va se retourner contre toi le jour où toi, tu n'y arriveras plus. Et en fait, personne n'a envie de vivre dans la honte. Parce que le jour où c'est toi qui a un accident de voiture, moi mes potes qui sont artisans, quand t'as 25 ans et que t'as de l'eau dans les genoux et que t'es carreleur, tu fais quoi ? Tu te mets en arrêt maladie et tu le dis à personne. Pendant 6 mois, t'es en arrêt maladie, tu te fais pas opérer parce que sinon ça va se voir, et personne sait que tu vas pas au boulot parce que c'est la honte. Mais putain, mais on n'a pas envie de vivre comme ça en fait. Mais il y a aussi un écart générationnel de ceux qui ont travaillé par exemple toute leur vie et qui reprocheraient aux jeunes, c'est qu'il y a parfois une caricature, mais oui, mais leur disant eux ils ont comment... plus envie de travailler comme nous on a travaillé. Alors moi, je pense qu'il y a un truc de vrai là-dedans qui est aussi la victoire de l'individualisme. Et c'est vrai, les gens, moi, j'ai des potes qui disent je vais faire ça, je prends mon RSA, je prends mon chômage, je travaille 6 mois, machin. J'en ai des potes comme ça. Et je comprends que quand toi, tu t'es jamais posé la question, que tu as 60 berges, que tu as commencé à bosser à 14 ans, que tu t'es pas épargné, tu te dis c'est un peu abusé. Mais tu sais, c'est comme aux US sur cette grande conversation sur les prêts étudiants, la dette étudiante. Tous les gens qui ont remboursé leur dette étudiante qui sont là, non mais attends, vous aussi, c'est comme le bizutage, genre moi j'ai pris cher donc toi tu vas prendre cher. Peut-être qu'à un moment ce serait bien qu'on ait une conversation collective sur en fait les gens à qui tu dis tu vas prendre cher, c'est tes enfants. Donc est-ce que tu as vraiment envie que tes enfants ils galèrent autant que toi ? Non, mais par contre, il faudrait créer un espace où tu peux conserver ta fierté tout en disant que tu as été exploité. Et ça c'est super dur. Quand ta fierté, elle vient du fait que t'as pas flanché, que tu t'es pas plaint, que t'as jamais rien demandé, alors que ça t'a coûté énormément. Quand les autres disent « mais moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, en fait. Venez, on fait pas comme ça. » C'est dur, mais tu sais, c'est comme chez les meufs, quand t'es une nana qui a des enfants et que tu te plains ou que tu demandes de l'aide et tout, et que t'as ta grand-mère qui dit « moi, mon époque... Et t'es là « Ouais, t'étais plus heureuse ou pas ?» Ouais, mais dire non, ça veut dire quoi, du coup ? Ça veut dire que tu t'es fait marcher dessus pendant... Mais personne n'a envie d'admettre ça, en fait. Donc, c'est pour moi, ça revient à la conversation de comment est-ce qu'on a tort. Et comment est-ce qu'on dit, là, j'ai merdé. En fait, pour moi, c'est des conversations de couple qu'on a, ou de meilleurs potes, intimes, qu'il faudrait qu'on arrive à avoir à un niveau collectif. Et c'est dur, je sais pas comment on fait une thérapie collective, mais moi, je pense que c'est ça qui nous attend. Je pense qu'on est multi-traumatisés dans les classes populaires rurales, qu'on ne sait plus où trouver notre fierté, où trouver notre estime de nous-mêmes, et que dans toute cette espèce de flou, on est en train de se faire bouffer par des gens qui n'ont pas nos intérêts à cœur, mais qui nous proposent une espèce de fierté toute packagée, toute faite.
Je te relais une toute dernière question, Lumière, en Vas-y. 2 minutes avant de te libérer, qui est particulièrement intéressante, de quelqu'un qui nous dit « Je fais partie d'une liste de gauche pour les élections municipales dans une ville moyenne de droite et qui risque de basculer à l'extrême droite. Il m'arrive souvent d'avoir l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. C'est très compliqué aujourd'hui d'afficher ses idées localement sans se prendre des torrents d'insultes. Comment reprendre du terrain médiatique ?» Difficile d'y répondre rapidement, mais... C'est dur. Bah déjà, il faut admettre que c'est dur. Et bravo de le faire, et merci. Parce que je crois que c'est ça qui nous attend collectivement, c'est cette bagarre. Donc je sais que c'est dur. Je pense que si on commence avec les valeurs et ce qu'on a en commun, c'est plus simple que si on commence avec les étiquettes. Moi, je l'ai vu quand je me suis présentée en 2022, j'ai commencé en candidate indépendante parce que comme je suis pas encartée et que les partis de gauche n'avaient pas encore géré leur projet, j'ai commencé à me présenter en octobre 2021 pour une élection en juin 2022. Donc autant dire que tout le monde s'en foutait. Bah c'était beaucoup plus simple. Parce que j'allais voir les gens en leur disant « Bon, demain, t'es président, t'as une baguette magique, c'est quoi la première chose que tu fais ?» Ils me disaient « Augmenter mon salaire. » J'étais là, bah ça tombe bien, c'est sur notre programme. Donc, peut-être que ce que j'aurais envie de dire à cette personne, c'est ne parlez pas des listes. Demandez aux gens, demain, t'es maire de la ville, c'est quoi le premier truc que tu fais ? Faites du porte-à-porte, nouez des liens avec des gens, trouvez des leaders d'opinion locaux qui vont pouvoir être le relais de votre parole. Et accepter que parfois on perd, mais qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On est sur une reconquête des cœurs et des esprits. Mais mettez-vous à la place de l'extrême droite. Les mecs, leur héritage, c'est la Shoah, la collaboration, l'Algérie française. Enfin, qui aurait parié un copec sur la capacité d'une espèce d'alliance, mais complètement lunaire, entre des monarchistes, des nazis, des réactionnaires, des racistes, des collaborateurs, enfin, la Ligue de l'Humanité. De dire, ils sont pas d'accord entre eux. Il y en a un qui veut un roi, il y en a un qui veut un chef. On va vous mettre ensemble. C'est ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen. Je vous conseille à tous le très bon podcast de Philippe Collin sur Jean-Marie Le Pen. Et on va gagner et on va devenir majoritaire. Personne. Bah ouais, mais 50 ans après, on en est là. Et donc, il n'y a pas de fatalité. Il faut un plan sur le long terme. Là, on va pas gagner en 2 jours. Les gens qui nous disent, non, mais moi, j'ai la recette magique pour que... C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ni les abstentionnistes qui votent plus depuis 10 ans, on va pas les refaire voter en une fois. Ni les gens qu'on a perdus dans d'autres partis, on va les faire revoter en une fois. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se battre jour après jour, brique après brique, pour regagner, encore une fois, la vision du monde. On parle même plus d'étiquette, là. Le sujet, c'est est-ce qu'on veut un monde où on est opposés les uns aux autres, où les autres sont des dangers, des ennemis, c'est l'extrême droite, où les autres sont des variables d'ajustement, des gens non nécessaires, genre quand on veut, on peut, moi je me fais tout seul, c'est le néolibéralisme, ou est-ce que les autres sont une force ? Et ça, c'est nous. Merci beaucoup, Lumière, d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Et merci beaucoup, Lucie, d'avoir été avec nous également.